On enchaîne, on parle droit des marques et cryptoactifs avec Clément Monet, console chez Norton Rose Fulbright. Clément Monet, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons analyser les défis juridiques liés à la blockchain à l'aune du droit des marques. Pour commencer, quelles sont selon vous les principales utilités de la blockchain en matière de propriété intellectuelle? Oui, alors il y a beaucoup d'utilités en matière de propriété intellectuelle. D'une manière générale, on sait qu'une blockchain, c'est une base de données décentralisée qui permet d'enregistrer des informations sous forme de blocs liés entre elles de manière chronologique. Et ces blocs contiennent des données qui peuvent être des données de transaction et également un système d'horodatage. Donc en matière de propriété intellectuelle, pour ma part, je vois deux principales utilités qui sont la première, une utilité de datation entre guillemets d'une création, d'une œuvre de l'esprit. Le tribunal judiciaire de Marseille, le 20 mars 2025, a récemment considéré qu'il était possible de revendiquer la titularité d'un droit d'auteur en invoquant une création qui aurait été horodatée sur un système de blockchain. Donc c'est une solution qui est largement accueillie par la pratique, et même si elle n'est pas forcément révolutionnaire, parce qu'à l'étranger, c'était déjà le cas, mais en tout cas en France, c'est confirmé que maintenant, l'on peut justifier de la titularité d'un droit d'auteur par le biais d'une création ancrée sur la blockchain. L'autre utilité principale que je vois, c'est le fait qu'un NFT, donc un jeton non fongible, peut être utilisé comme un certificat d'authentification d'une création. Et donc, elles peuvent permettre de suivre des diverses transactions d'un objet, d'une œuvre de l'esprit, et également certifier plutôt la provenance d'une création. Donc, c'est assez utile dans le domaine de l'art et également des produits de luxe. Alors, si les technologies blockchain peuvent être utiles pour la propriété intellectuelle, attention également à ce que ces technologies respectent bien les droits de propriété intellectuelle. Hermès, la société Hermès de luxe en a récemment fait les frais. Parce qu'on sait par exemple qu'un créateur de NFT avait créé et avait commercialisé sur une plateforme des petits sacs Birkin digitalisés et donc bénéficie entre guillemets de l'image d'Hermès sans son autorisation. Et la société Hermès a réussi à obtenir le retrait de ces NFT en invoquant tant son droit des marques sur son modèle que le droit d'auteur sur son modèle de sac Birkin, et a obtenu donc le retrait de ces NFT contrefaisants des plateformes. Donc c'est quand même... Vigilance, attention. Donc vigilance, attention. On va revenir sur la technologie blockchain. Quels sont les moyens de protection de cette technologie? Alors, la blockchain en soi, ça reste ni plus ni moins que un logiciel. En France, en tout cas, c'est un logiciel. Donc, c'est protégé par des codes sources. Et les codes sources sont protégés en France par le droit d'auteur. Donc, deux principes. C'est le droit d'auteur qui s'appliquerait sous réserve, bien évidemment, que les codes sources soient originaux. Et pour qu'ils soient originaux, il faut que l'auteur soit capable de démontrer l'empreinte de la personnalité de son auteur sur le code source. Alors on va s'intéresser maintenant à la protection des technologies blockchain par les droits d'auteur sur les logiciels. Quelles sont les limites du droit d'auteur sur les logiciels dans le cadre de la protection d'une technologie blockchain? Alors ici, il faut faire la distinction entre les blockchains publiques et les blockchains privées. Une blockchain publique, les plus connues, elles ont la caractéristique d'être open source. Ça veut dire qu'elles sont accessibles à tous, donc de facto, dans la mesure où elles sont accessibles à tous, les codes sources sont ouverts à tout le monde, et donc le droit d'auteur n'a pas forcément vocation à s'appliquer dans la mesure où tout le monde peut l'utiliser, la blockchain, sous réserve de respecter bien évidemment certaines conditions. Donc ici, c'est quand même assez limité en matière d'open source. Et en matière de blockchain privée, c'est une blockchain qui est donc fermée, qui est beaucoup plus rare. Ici, par principe, le droit d'auteur pourrait s'appliquer, mais encore une fois, c'est limité parce qu'on parle d'une blockchain qui est réservée à certaines personnes et ça reste un réseau privé, donc beaucoup moins d'intérêt pour le principe de la blockchain. Alors maintenant, on va s'intéresser au droit des brevets. Quid de la protection de la technologie blockchain par le droit des brevets?
Intéressant, bonne idée, j'ai envie de vous dire, mais pas forcément possible. Parce Pourquoi ? que, alors, on sait qu'en matière de brevet, il faut qu'il y ait 3 conditions pour qu'une invention soit brevetable. Il faut que l'invention soit nouvelle, il faut qu'elle soit inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. De plus, le Code de la propriété intellectuelle, et plus précisément l'article 611-10 du CPI, exclut expressément les programmes d'ordinateur des inventions brevetables. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'une blockchain, une technologie blockchain était un logiciel. Donc, de facto, le brevet ne peut pas, par principe, s'appliquer à une technologie blockchain. En revanche, le brevet pourrait porter sur des éléments autour dans l'univers de la blockchain, comme par exemple des protocoles de cryptographie ou alors des processus de stockage. Mais c'est quand même plus compliqué. D'accord. C'est quand même plus compliqué. Alors pour finir, est-ce que le droit des marques offre une meilleure protection pour les entreprises de la blockchain ? Alors le droit des marques, oui, ça offre une protection intéressante, mais ne nous trompons pas, ça n'offre pas une protection de la technique blockchain. Ça offre une protection, entre guillemets, du nom, de la stratégie, de l'image commerciale de la blockchain, mais aucunement de la technologie en tant que telle. Donc, lorsque l'on parle d'image commerciale, on peut protéger un nom, le logo, l'abréviation, le nom de la plateforme. Par exemple, Ethereum, qui est donc une entreprise bien connue de l'écosystème, a protégé son nom dès 2014, alors qu'on était qu'au balbutiement de la technologie à l'époque. Et eux, ils ont réussi à créer, à valoriser toutes ces... à donner de la valeur à leur société en déposant des marques notamment. Alors justement, pour terminer, quelles sont les stratégies à adopter pour protéger toutes ces créations dans l'univers de la blockchain ? Comme toute marque, 3 points fondamentaux. Il faut d'abord bien choisir son nom. Ça veut dire s'assurer que le nom soit disponible, le nom ou le signe que l'on veut protéger soit disponible. Il faut s'assurer qu'il ne soit pas descriptif, parce qu'on ne peut pas protéger le mot crypto-monnaie pour des produits de crypto-monnaie. Donc vraiment une étude sur la stratégie du nom, du choix du nom, et également sur le volume de marques que nous voulons déposer. Par exemple, une société du type Avalabs qui a la blockchain, la technologie de blockchain Avalanche, a décidé, eux, ils ont un portefeuille par exemple de 30 marques. À la différence, d'autres sociétés décident d'avoir une stratégie complètement différente et de protéger uniquement leur nom. Donc, bon choix du nom. Ensuite, bon choix des classes à protéger. Généralement, classe 9 pour logiciel et logiciel de blockchain. Classe 36 pour services financiers de crypto-monnaie. Et éventuellement également classe 41 qui correspond à la conception de logiciels. Et enfin, finalement, il faut faire toujours dans les libellés très attention, être très attentif aux dernières publications de la classification de Nice qui nous propose toujours des classifications plus fines et plus pertinentes qui peuvent correspondre vraiment à l'activité que l'on recherche et que l'on cherche à protéger. Parce que sinon, on sera mal protégé. On sera mal protégé et donc nous aurons une marque qu'on ne pourrions pas invoquer. On va conclure là-dessus. Merci Clément Monet. Je rappelle que vous êtes consul au sein du cabinet Norton Rose Fulbright. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.